Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ravie et honorée d'être parmi vous ce soir. Je remercie tout d'abord l'association HAS des médecins Ain Choc de Casablanca et l'association internationale des étudiants en médecine, et je les remercie pour l'invitation. Le sujet de ce soir sera la prise en charge des brûlures thermiques à la phase aiguë, tout particulièrement en urgence, c'est-à-dire la prise en charge pendant les premières 24 à 48 heures. Donc, la brûlure est une destruction du revêtement cutané, voire même des structures sous-jacentes, qui est secondaire à l'exposition à des agents thermiques, électriques, chimiques ou à des irradiations. Elles ont un retentissement fonctionnel, esthétique et psychologique. Quand ces brûlures sont graves et étendues, elles engagent le pronostic vital. Leur prise en charge est multidisciplinaire, puisqu'elle fait intervenir plusieurs médecins, mais à cette phase-là, surtout le réanimateur, le chirurgien plasticien et d'autres spécialistes selon les circonstances de l'incident. Donc, les brûlures sont considérées par l'OMS comme un problème de santé publique mondiale, puisqu'elles causent plus de 180 000 décès par an. La majorité des brûlures est secondaire à des accidents domestiques et de nature thermique. Les brûlures thermiques sont de loin les plus fréquentes puisqu'elles présentent 80% de l'ensemble des brûlures. Les brûlures électriques représentent 15% et les brûlures chimiques 5%. Les hommes sont plus touchés que les femmes par cet accident. Donc, les brûlures thermiques surviennent dans des circonstances diverses et les agents en cause sont variés. On retrouve des brûlures thermiques par ébouillantement, par flamme, par le feu, par des explosions et par contact avec des solides ou des liquides brûlants. Les brûlures thermiques se caractérisent par une triade qui est la nature de l'agent causal, le degré de température et le degré d'application ou de contact. Je m'explique. Donc, la nature de l'agent causal, c'est-à-dire une brûlure par l'huile sera plus profonde qu'une brûlure à l'eau. C'est-à-dire la nature de l'agent qui a causé la brûlure rentre en jeu pour déterminer la profondeur de la brûlure. Aussi, le degré de température, c'est-à-dire pour un même agent causal, plus la température est élevée, plus la brûlure sera profonde. Et aussi, la durée d'application ou de contact avec cet agent brûlant, plus cette durée est augmentée, plus la brûlure sera profonde. Donc, la brûlure est un traumatisme qui, à la base, est local, c'est-à-dire la destruction cutanée, la brûlure, la plaie, mais quand ils sont graves et étendus, peuvent avoir des conséquences générales. Donc, une surface brûlée, quand une surface brûlée est étendue, elle va entraîner une destruction tissulaire très importante qui sera à l'origine de désordres hémodynamiques et donc le pronostic vital sera engagé. Donc, on va essayer d'expliquer brièvement la physiopathologie des brûlures. Donc, les brûlures, elles ont un retentissement local, certes, mais quand elles sont étendues, peuvent avoir un retentissement général. Le retentissement local, il est dû à l'augmentation de la chaleur cellulaire. Cette chaleur cellulaire va entraîner la destruction cellulaire et il se traduit par la lésion cutanée qu'on reconnaît et qu'on appelle brûlure. Ces brûlures-là sont classées selon le niveau de destruction tissulaire, parce que vous avez là une coupe histologique de la peau où on reconnaît la couche superficielle qui est l'épiderme. Ensuite, il y a le derme qui est constitué du derme papillaire et du derme réticulaire. Et enfin, l'hypoderme qui est la couche la plus profonde qui est constituée de tissu adipeux. Donc, selon la couche qui est atteinte, on aura les 3 degrés de la brûlure. Alors, le premier degré, c'est quand la brûlure, elle atteint les couches superficielles de l'épiderme. Quand la brûlure est plus profonde, c'est-à-dire qu'elle atteint tout l'épiderme, on parle de deuxième degré superficiel. Quand elle est plus profonde et qu'elle va atteindre et le derme et les parties superficielles de tout l'épiderme et les parties superficielles du derme, on parle de deuxième degré profond. Et quand elle atteint toute la totalité de la peau, on parle de
brûlure de 3e degré. Donc, retenez bien ce schéma. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire là, c'est les poils et les terminaisons nerveuses. Vous voyez qu'elles sont profondes. Elles sont profondes et en même temps, elles sont entourées par des cellules qui viennent de la couche superficielle qui est l'épiderme. Vous voyez cette couche cellulaire qui entoure le poil et qui va profondément, mais qui à la base est partie de la couche superficielle qui est l'épiderme. C'est-à-dire que quand la brûlure est profonde et que l'épiderme a disparu, parce que l'épiderme, il joue un rôle important dans la cicatrisation des brûlures. Donc, cette brûlure, même si elle est profonde, elle peut cicatriser à partir des annexes, c'est-à-dire à partir de cette couche cellulaire qui entoure ces annexes. C'est à partir de là que la cicatrisation se fera. Donc, je voudrais juste que vous reteniez ça et on expliquera après par la suite. Donc, pour le retentissement général, donc quand les brûlures sont étendues, elles vont entraîner un syndrome inflammatoire réactionnel systémique. Ce syndrome inflammatoire, il se traduit. Oui, oui. Pardon? Vous ne voyez rien depuis le départ? D'accord, attendez. Donc là, reprendre la présentation. Vous la voyez maintenant? Donc, je continue. À partir de là. C'est pas la peine de revenir en arrière ou si? Je reviens en arrière? C'est bon? D'accord. Parfait. Donc, quand les brûlures sont étendues, elles vont entraîner une réaction inflammatoire réactionnelle systémique qui se manifeste par deux choses. Une hyperperméabilité capillaire, c'est-à-dire les capillaires vont devenir très perméables, ce qui va entraîner une fuite de liquide, et aussi par la libération de médiateurs chimiques qui sont les médiateurs de l'inflammation. Donc, nous aurons un syndrome inflammatoire et nous aurons une fuite de liquide. Donc, le syndrome inflammatoire, toute destruction cellulaire des cellules de la peau, qu'elle soit d'origine thermique, qui est notre cas là aujourd'hui, qui sont les brûlures, ou d'autres origines, donc toute destruction de la peau entraîne un afflux massif de polynucléaires neutrophiles et l'activation de monocytes en macrophages. Ces deux cellules, qui sont à la base des cellules des globules blancs, vont entraîner la production et la libération de cytokines et de médiateurs de l'inflammation. Donc, ces cellules vont s'occuper à produire et à libérer ces cytokines pour entraîner l'inflammation et en même temps, leur fonction immunitaire va diminuer parce qu'ils vont s'occuper à faire autre chose. Donc, il y aura une diminution des fonctions immunitaires, d'où une immunodépression et donc une susceptibilité à se brûler, à faire des infections. Donc, il y aura, grâce à l'afflux et au rôle de ces polynucléaires neutrophiles et des monocytes qui se sont activés en macrophage, et la production et la libération de cytokines pour entraîner la réaction inflammatoire, et en même temps, ils vont entraîner une immunodépression et donc le sujet sera susceptible à faire des infections. Ça d'un côté. D'un autre côté, il y aura des déséquilibres hémodynamiques pendant les 72 premières heures qui est marqué par l'exsudat, et cet exsudat, il est dû à l'hyperperméabilité capillaire. Cette hyperperméabilité capillaire va entraîner bien sûr la fuite d'eau, de protéines et d'électrolytes, et donc va donner des troubles hydroélectrolytiques et protidiques qui se traduiront par une hémoconcentration, donc la fuite d'eau par l'hémoconcentration, et par l'hypovolémie, la fuite de protides par une hypoprotidémie. Cliniquement, cette hyperperméabilité capillaire se traduit par les phlictènes et par des œdèmes avec tendance au collapsus et au choc hypovolémique. C'est une période qui nécessite la réanimation en premier. Donc, pour récapituler, les brûlures graves vont entraîner une hyperperméabilité capillaire à l'origine de perturbations hydroélectrolytiques qui entraîneront une fuite plasmatique qui se traduit par l'hypovolémie, une fuite hydrique qui donnera une déshydratation et une fuite en électrolytes qui donnera une hyponatrémie. Et
d'un autre côté, va déclencher une réaction inflammatoire qui sera déclenchée par les polynucléaires neutrophiles et par les macrophages, qui vont sécréter des médiateurs chimiques qui seront à l'origine de la réponse systémique inflammatoire, à l'origine de l'immunosuppression, du catabolisme protéique et du sepsis. Alors, la prise en charge du brûlé proprement dite. Cette prise en charge, elle commence sur le lieu de l'accident. Alors, il faut savoir que cette prise en charge, que la brûlure est une urgence médico-chirurgicale. Donc, on a dit que au niveau du lieu de l'accident que va commencer cette prise en charge. Il faut tout d'abord extraire le brûlé à l'agent causal, éteindre les flammes, le sortir du lieu de l'incident. Il faut à tout prix l'éloigner de l'agent causal. Ensuite, il faut enlever les vêtements brûlés qui sont non adhérents. Si les vêtements adhèrent, il faut les garder pour ne pas aggraver la profondeur des brûlures. Donc, enlever les vêtements brûlés non adhérents, sauf s'ils sont imprégnés d'un liquide chaud ou chimique. Il faut retirer tous les objets qui servent. Par exemple, les bagues, les bracelets, il faut les retirer avant l'installation de l'œdème. Ensuite, on va procéder au refroidissement des brûlures. On dit qu'il faut refroidir les brûlures, mais il faut réchauffer le brûlé. Donc, pour refroidir les brûlures, on procède à ce qu'on appelle le cooling, c'est-à-dire refroidir les brûlures immédiatement par ce qu'on appelle, nous, la règle des 15. Ce cooling ou refroidissement diminue la douleur et aide à diminuer la profondeur de la brûlure. Alors, ce cooling, il consiste en l'irrigation d'eau tiède, c'est-à-dire une eau à 15 degrés. Il faut pas s'acharner à mettre de l'eau froide ou des glaçons, non, de l'eau tiède à 15 degrés, et ce, dans 15 minutes, il la brûlure 15 minutes, le cooling passe jusqu'à 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, il n'a aucun effet, il ne sert à rien. Donc, le cooling, comme j'ai dit, il faut jamais utiliser d'eau glacée, parce que l'eau glacée, elle va approfondir les brûlures, sinon donner des gélures qui sont aussi des brûlures. Donc, ce cooling n'a aucun intérêt une fois passé le premier quart d'heure. Il faut être sélectif sur les zones brûlées. On va pas refroidir parce que, comme j'ai dit, il faut refroidir les brûlures, mais pas le brûlé. Donc, il faut être sélectif sur les zones brûlées. Et puis, il est à éviter chez les patients choqués, inconscients ou chez le sujet âgé. Maintenant, comme j'ai dit, il faut réchauffer le brûlé. Donc, il faut retirer les vêtements humides s'ils ne collent à la peau. Il faut envelopper les zones brûlées dans un champ stérile ou un drap humide et propre. Et puis, il faut prévenir l'hypothermie par des couvertures. Bien sûr, ensuite, il faut mettre en condition le brûlé. Il faut assurer la libération des voies aériennes supérieures. Il faut le ventiler, une ventilation efficace et adaptée, une oxygénothérapie à haut débit, peut-être même mettre un masque à haute oxygénation avec une saturation à 94%. Examiner le malade, rechercher s'il y a un œdème au niveau des voies aériennes supérieures, une obstruction des voies aériennes, demander si le patient a inhalé la fumée, voir s'il a une brûlure de la face ou du cou, demander s'il y a eu un blast pour suspecter la présence de lésions de blast. Dans tous ces cas-là, il faut s'acharner à libérer les voies aériennes supérieures. Des fois même, on peut même arriver jusqu'à l'intubation si le patient est en détresse respiratoire. Ensuite, il faut contrôler les fonctions vitales. Il faut prendre 2 voies veineuses périphériques ou une voie veineuse périphérique et une voie veineuse centrale. Il faut mettre en place une perfusion pour réhydratation en cas de surface corporelle brûlée qui dépasse les 15%. Et bien sûr, il faut surveiller le malade avec un monitorage continu, surveiller la fréquence cardiaque, la pression artérielle et la saturation. Et arrêter un saignement s'il a lieu. Ensuite, il faut rechercher s'il y a des lésions associées parce qu'il y a des incendies qui arrivent dans le contexte d'un accident de la voie publique, des fois des brûlures domestiques dans un appartement au 4e étage et le brûlé, il se jette par la fenêtre pour fuir cet incendie. Donc,
selon le contexte des brûlures, il faut rechercher des lésions associées. Bien sûr, il faut administrer des antalgiques tels que la morphine ou le paracétamol. Dans le cas de brûlure du périnée, il faut sonder le malade et ensuite apprécier rapidement la profondeur et la surface brûlée pour décider d'un transfert en milieu hospitalier. Ne pas utiliser d'antiseptiques, ne pas utiliser de pommade et surtout ne pas utiliser de colorant qui va par la suite nous empêcher de stadifier la brûlure à cause de la couleur, bien sûr. Donc ensuite, le malade est transféré à l'hôpital. Le transfert doit être médicalisé dans une ambulance, par hélicoptère, en tout cas que le véhicule soit médicalisé. Une fois à l'hôpital, donc à l'admission à l'hôpital, il faut procéder à la catégorisation des brûlures, c'est-à-dire faire un tri, voir si c'est une brûlure qui est simple, qui nécessite un traitement médical et le patient rentre chez lui, ou au contraire, c'est une brûlure qui est très grave et qui nécessite l'hospitalisation et bien sûr la prise en charge par le réanimateur et peut-être, selon les cas, une prise en charge chirurgicale en urgence. Donc, la catégorisation des brûlés, donc à l'arrivée à l'hôpital, l'examen d'un brûlé doit se faire dans une salle propre, chauffée, sur un malade déshabillé et il doit être manipulé d'une façon stérile. On va procéder ensuite à l'évaluation de la gravité de la brûlure. Cette évaluation commence par l'interrogatoire du malade ou des personnes qui sont avec le malade et par l'examen clinique de ce brûlé, bien sûr. Donc, on va chercher d'abord à savoir l'âge du patient, du brûlé, ses antécédents, son poids, l'heure du dernier repas et on va aussi poser des questions concernant le traumatisme, l'heure de survenue de l'incendie, les mécanismes de cet incendie, les circonstances de survenue, est-ce qu'il y a eu une explosion ou pas, l'agent incriminé, la superficie et la profondeur qui ont été estimées sur le lieu de l'accident, la localisation des lésions et bien sûr si cette brûlure a été associée à une intoxication ou à un traumatisme. Ensuite, lors de l'examen, on va chercher des signes qui disent que le patient a inhalé la fumée. On va chercher des suies autour des narines, de la bouche, sur les dents. On va voir si les poils narinaires sont brûlés. On va demander au patient de parler pour voir si il a toujours le même temps de parole ou changement de la voix. On va chercher une toux irritative, des expectorations striées dessus ou des brûlures de la face. On recherchera aussi et on demandera s'il y a eu un effet blast pour voir et rechercher un œdème lésionnel, une rupture des voies aériennes et ou vasculaires, des signes de compression des structures intrathoraciques et chercher des signes de contusion pulmonaire. On peut même, dans le cas d'inhalation ou de blast, faire une fibroscopie bronchique en urgence qui peut montrer des lésions de différents stades. Des lésions de stade 1 qui correspondent à la destruction superficielle de la muqueuse, stade 2, la destruction profonde de la muqueuse, stade 3 et 4, c'est quand là, il y a une destruction étendue de la sous-muqueuse. Bien sûr, après, il faut faire un ECG, une radio pulmonaire, un bilan biologique et demander d'autres avis. Par exemple, quand on est devant une brûlure de la face, demander un avis ophtalmologique parce que certainement il y a eu une brûlure oculaire. Demander un avis ORL, un avis pneumologue, l'avis du pneumologue si on est devant un effet blast, c'est-à-dire une explosion. Et selon le contexte, par exemple, si c'est un accident de la voie publique qui a eu un traumatisme abdominal associé, on demande l'avis du viscéraliste, on peut demander s'il y a des fenestrations, peut-être l'avis du neurochirurgien, l'avis du traumatologue. Ça dépend des circonstances de l'accident. Alors, quels sont les critères de gravité de la brûlure? La gravité de la brûlure, elle s'évalue sur 4 critères. Nous avons la profondeur, la surface cutanée brûlée, la localisation et il y a d'autres facteurs de gravité associés. Il faut savoir et mettre en tête que toute brûlure grave nécessite l'hospitalisation. Alors, nous allons commencer par la profondeur.
la profondeur de la brûlure, c'est un élément qui est déterminant, car il permet de pronostiquer les capacités de cicatrisation et d'orienter les choix thérapeutiques. C'est-à-dire que nous, plasticiens qui travaillons dans un service des brûlés, quand on voit une brûlure, on peut déterminer et pronostiquer si elle va cicatriser d'elle-même ou pas, dans combien de temps elle va cicatriser, si elle va laisser de cicatrices ou pas, si elle va laisser des séquelles ou pas. Donc, juste par la profondeur. Donc, la profondeur, c'est un élément qui est déterminant. Le diagnostic de la profondeur, il repose essentiellement sur l'examen clinique des lésions et sa fiabilité dépend de l'expérience de l'examinateur. C'est examinateur dépendant, c'est avec l'expérience qu'on peut vraiment évaluer cette profondeur. Et un point très important, on peut évaluer une brûlure en urgence, mais généralement la brûlure, elle peut s'approfondir et la profondeur exacte, on ne l'aura qu'après 2 à 3 jours de l'incident. Donc, 4 degrés peuvent être distingués. Donc, il y a les brûlures du premier degré. Ce sont des brûlures qui touchent les couches superficielles de l'épiderme sans atteindre la couche germinative. C'est le classique coup de soleil, c'est-à-dire elles sont sous forme d'érythème. Se fait en quelques jours. Ces brûlures ne laissent pas de cicatrices et chose importante, elles ne sont pas prises en compte dans l'évaluation de la surface cutanée brûlée. C'est-à-dire, quand je suis devant un brûlé et que je veux estimer la surface cutanée brûlée, je ne prends pas en considération les brûlures de premier degré. C'est-à-dire que j'ai, par exemple, un malade qui a eu un coup de soleil et qui est brûlé de premier degré, peut-être une surface de 100%, toute sa surface est brûlée avec des brûlures de premier degré. Je n'estimerai pas cette surface. Pour moi, les brûlures de premier degré ne rentrent pas dans l'évaluation de cette surface cutanée. Ensuite, il y a les brûlures du deuxième degré. Dans ces brûlures, toute la hauteur de l'épiderme est plus ou moins profondément le derme sans atteinte. C'est la gravité de l'atteinte du derme qui permet de définir deuxième degré superficiel et le deuxième degré profond. Donc, puisque ces deux entités de la couche des couches cutanées qui est atteinte, et le derme et l'épiderme, dans ce cas-là, c'est l'atteinte du derme, c'est-à-dire la couche la plus profonde, qui permet de définir et de faire une différence entre le deuxième degré superficiel et le deuxième degré profond. Donc, le deuxième degré superficiel, dans ce stade, toutes les couches de l'épiderme sont atteintes. Les lésions sont limitées au derme papillaire, c'est-à-dire la partie superficielle du derme. Il y a un signe clinique pathognomonique qui est la phlyctène. Et puis, quand on enlève cette phlyctène, on tombe sur un derme qui est rouge, suintant et douloureux. La notion de douleur est très importante. Il y a 3 tests cliniques pour vérifier que le derme profond est sain. C'est-à-dire qu'on est dans la brûlure de deuxième degré superficiel. Quels sont ces 3 tests? Le test de la sensibilité. Souvenez-vous de la coupe que je vous ai montrée tout au début, la coupe de l'histologie de la peau. Vous avez vu avec moi que le bulbe du follicule pileux, il était très profond. C'est-à-dire, quand la brûlure est au-dessus de ce follicule pileux, il y a un test qui est le test de l'arrachement des poils, de résistance des poils, qui, dans les brûlures superficielles, si j'essaie d'arracher les poils, j'arriverai pas à les arracher parce que le bulbe, il n'est pas brûlé. Le bulbe, il est profond, il n'est pas brûlé. Donc, ça veut dire, quand j'arrive pas à arracher le poil, c'est-à-dire que le bulbe n'est pas brûlé, c'est que c'est une brûlure qui est superficielle. Quand j'arrache tout le poil sans problème, ça veut dire que le bulbe est brûlé et donc, c'est une brûlure qui est profonde. De la même manière, pour les annexes, pour les terminaisons nerveuses, quand la brûlure est très douloureuse, c'est-à-dire que la terminaison nerveuse n'a pas été brûlée et donc la brûlure est toujours sensible et donc
elle est superficielle. Quand il n'y a pas de douleur sur une brûlure, ça veut dire que le récepteur de la sensibilité a été brûlé et donc que c'est une brûlure profonde. Donc, pour revenir à ces trois tests, donc la brûlure de deuxième degré superficiel, le test de sensibilité est positif, c'est-à-dire que la brûlure, elle est très douloureuse. Donc, quand la brûlure est très douloureuse, ça veut dire que c'est une brûlure superficielle, c'est-à-dire le deuxième degré superficiel, et ça veut dire que les récepteurs nerveux n'ont pas été brûlés, et donc parce que du moment, puisqu'ils sont très profonds, ça veut dire que la brûlure est douloureuse, ça veut dire qu'elle est superficielle. Le test de décoloration du derme à la pression, là aussi, il est positif dans les brûlures superficielles. Ça veut dire que les vaisseaux n'ont pas été brûlés. Et le test, comme je vous ai expliqué, de résistance des poils à l'arrachement, il est positif, c'est-à-dire j'arrive pas à arracher le poil parce que le follicule n'est pas brûlé et que la brûlure, elle est superficielle. Donc, ces brûlures superficielles vont cicatriser en 10 à 15 jours sans laisser de séquelles ni de cicatrices. Donc, les brûlures du premier degré et les brûlures de deuxième degré superficielles sont dites des brûlures superficielles. Les brûlures de deuxième degré profond et les brûlures de troisième degré sont dites des brûlures profondes. Les brûlures de deuxième degré superficielles, elles sont comptées dans la surface corporelle. Seules les brûlures du premier degré qui ne sont pas prises en contact. Mais la brûlure deuxième degré, elles sont prises en considération lors de l'évaluation de la surface corporelle. Maintenant, nous passons au deuxième degré profond. Là, c'est le derme réticulaire qui est atteint et qui est détruit. Il y aura une atteinte partielle de la jonction dermo-épidermique et les annexes épithéliales ne sont pas totalement détruites, mais elles sont détruites, mais pas en totalité. Et donc, la cicatrisation reste possible. C'est ce que je vous avais expliqué. Comme la destruction, elle n'est pas totale, donc il y a cette couche cellulaire qui entoure les annexes épithéliales qui peut déclencher la cicatrisation. Il n'y a pas de lésion clinique caractéristique. Sur cette image-là, vous pouvez voir que là où le derme est rouge et sointant, ça c'est du deuxième superficiel. C'est-à-dire qu'il y avait une flictène là. Quand on a enlevé la flictène, on est tombé sur ce derme qui est rouge, luisant et sointant. Cette zone-là qui est blanchâtre, ça veut dire que les vaisseaux ont été brûlés. Donc cette zone-là, c'est du deuxième degré profond. Donc sur une même brûlure, on peut avoir ce qu'on appelle mosaïque, c'est-à-dire des zones de deuxième profond et des zones de deuxième superficielle. Donc, le diagnostic difficile, même pour un praticien entraîné, et c'est l'évolution qui permet de trancher. Donc, chez ce patient que vous voyez sur l'image, la première photo a été prise le jour de l'accident. Le patient a été brûlé par de l'eau bouillante, l'eau de cuisson du riz. Qui s'est renversée sur lui. Donc, là, c'est l'aspect de la brûlure à l'admission juste après l'accident. Et là, c'est l'aspect 5 jours après la brûlure. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de zones blanchâtres qui sont des zones vraiment profondes. Donc, vous voyez que par rapport à la première photo, que les brûlures se sont approfondies. Donc, ces brûlures de deuxième degré profond, elles sont aggravées par la dessiccation, par l'infection locale ou par un état hémodynamique instable. Donc, comme je vous ai expliqué, elles se présentent comme des lésions blanchâtres avec un piqueté rouge. Elles sont sointantes, atones et hypoesthésiques. Elles sont hypoesthésiques parce que les terminaisons nerveuses ont été brûlées. Donc, ces douleurs sont peu douloureuses. Ces brûlures sont peu douloureuses. Bien sûr, les poils et les ongles sont souvent faciles à arracher. Là aussi, on revient à ce que je vous ai expliqué parce que le follicule a été brûlé. Le follicule qui est en profondeur a été brûlé. Ça veut dire que la brûlure, elle est profonde et donc on arrivera à arracher les poils facilement. Le pot capillaire a disparu. On va essayer de faire un test de saignement à la scarification profonde du derme. C'est-à-dire, normalement, il doit saigner. Oui, il y a un saignement possible, mais qui est très minime. L'épiderme se reconstitue à partir de la portion des annexes épargnées par la brûlure et il y a toujours une cicatrice définitive dans ce genre de brûlure.
Ensuite, nous avons les brûlures du 3e degré. Là, il y a une destruction de l'épiderme et du derme jusqu'à l'hypoderme, c'est-à-dire toute la peau est brûlée. Il y aura une disparition de la vascularisation de l'innervation et des annexes, la lésion pathognomonique et les scars cutanés, comme vous voyez sur la photo. Le test de la piqûre est négatif, c'est-à-dire que on va piquer les zones brûlées. Ce sont des zones qui sont insensibles, donc indolores, et qui ne saignent pas. La peau est cartonnée, tendue, cireuse, marbrée, froide, insensible et ne saigne pas à la scarification. On peut aussi voir des réseaux veineux sous-cutanés qui sont coagulés. On peut les voir à l'œil nu et ils sont pathognomoniques des brûlures du 3e degré. Pour ces brûlures, il n'y a pas de guérison spontanée. Elles nécessitent l'intervention du chirurgien. Donc, l'excision chirurgicale et la greffe sont indispensables pour ces brûlures de 3e degré et la rançon cicatricielle et fonctionnelle sont lourdes. Donc là, pour revenir à un petit résumé à la classification des brûlures, donc sur la coupe, sur une coupe histologique de la peau, donc les brûlures superficielles qui sont les brûlures de 1er degré et les brûlures de 2e degré superficielles vont en guérir sans séquelles en 10 jours, et les brûlures profondes qui atteignent et le derme et l'hypoderme sont dites brûlures profondes. Elles cicatrisent dans plus de 15 jours avec des séquelles et des fois le recours à la greffe ou la chirurgie réparatrice sont inéluctables. On peut même voir des fois des brûlures de 4e degré. Dans ces brûlures, non seulement la peau est brûlée, mais aussi les tissus sous-jacents, les muscles, les vaisseaux et parfois même l'os. Là, c'est juste pour vous montrer, mais c'est une brûlure électrique, mais c'est juste pour vous montrer un cas de brûlure du 4e degré. Donc, dans ce tableau récapitulatif, donc pour déterminer le degré de la brûlure, nous avons certains codes. Donc, la couleur d'abord. Les brûlures de 1er degré, elles sont rouges, donc l'érythème. Les brûlures de 2e superficielle, elles sont roses. 2e degré, blanc. Et le 3e degré, elles sont noires. La douleur, les brûlures superficielles qui sont les brûlures de 1er degré et du 2e superficiel sont très douloureuses. Les brûlures de 2e profond, on retrouve une hypoesthésie et les 3e degrés sont indolores. La lésion pathognomonique des brûlures du 1er degré est l'érythème, du 2e degré superficiel est la phlyctène, 2e profond est le placard blanchâtre et de 3e degré c'est l'escar, la peau cartonnée nécrosée. Et puis le test de résistance des poils. Les poils sont résistants dans les brûlures superficielles, c'est-à-dire le 1er et le 2e superficiel, et elles sont faciles à arracher dans les brûlures profondes, c'est-à-dire le 2e profond et le 3e. Ensuite, pour évaluer la gravité, en plus de la profondeur, nous avons la surface cutanée brûlée. Cette surface cutanée brûlée, il y a plusieurs manières de l'estimer. La technique la plus utilisée, c'est la technique des 9, la règle des 9 de Wallace, où chaque partie du corps est un multiple de 9, excepté les organes génitaux qui représentent 1% et la paume de la main qui représente 1% aussi. Mais le reste, ils sont tous des multiples de 9. C'est comme ça qu'on arrive à calculer la surface cutanée brûlée du patient. Il y a aussi d'autres techniques. Cette technique-là, la technique des 9 de Wallace, elle n'est pas utilisée chez l'enfant, elle n'est utilisée que chez l'adulte. Nous avons la technique de la paume de la main qui représente 1%, la paume de la main du brûlé, pas la paume de la main du médecin qui va évaluer. Non, nous allons estimer la paume de la main du brûlé égale à 1%. Et donc, on va essayer de voir la surface qui est brûlée, elle représente combien, grosso modo, de paume de main du patient. Cette technique peut être utilisée chez les enfants. Nous avons aussi des tables qui sont préétablies et qui, à chaque zone du corps, correspond un pourcentage et qui aussi, ce pourcentage peut varier selon l'âge, c'est-à-dire de l'enfant 0 à 1 an, 1 an à 4 ans, 5 à 9 ans, chez l'adulte. Donc, selon l'âge, ce pourcentage peut varier et donc ces tables-là
quoiqu'elles ne sont pas beaucoup utilisées, mais elles sont plus précises. Et puis, il y a une application qui a été établie par l'hôpital Saint-Joseph de Paris. Cette application qui s'appelle eBurn, qui nous aide à quantifier la surface corporelle brûlée. Donc, une brûlure est dite grave quand elle dépasse 5% de la surface corporelle d'un nourrisson, 10% de la surface corporelle de l'enfant ou le sujet âgé, et quand elle dépasse 15% chez l'adulte. Ça, c'est très important à retenir. Troisième manière d'estimer la gravité d'une brûlure, c'est sa localisation. Donc, il y a certaines localisations, certaines brûlures, quand elles sont dans certaines localisations, elles sont dites graves. Donc, là, la brûlure de la face, elle est grave. Parce qu'elle entraîne des œdèmes spectaculaires, elle peut entraîner des brûlures oculaires, l'œdème peut entraîner des problèmes respiratoires, donc la brûlure de la face, elle est grave. Aussi, la localisation au niveau du cou ou au niveau du thorax, elle est dite grave, car elle peut entraîner des risques d'asphyxie. La brûlure du périnée est aussi estimée grave, car elle peut entraîner un risque infectieux. Et donc, en urgence, à chaque fois qu'il y a une brûlure du périnée, il faut sonder le patient, surtout chez les hommes. Aussi, la localisation au niveau des articulations ou des orifices anatomiques est dite grave, car elle va entraîner des problèmes fonctionnels après cicatrisation. Et bien sûr, quand la brûlure est circulaire, elle est grave, car elle peut entraîner un syndrome de Loge. Et il y a d'autres facteurs de gravité tels que l'âge. Un enfant, l'âge moins de 5 ans ou plus de 60 ans sont des facteurs de gravité. Le terrain, le diabète, l'immunodépression, l'insuffisance respiratoire, l'insuffisance cardiaque et rénale. Et puis s'il y a des lésions associées, l'inhalation de fumée, les gaz toxiques, la survenue de la brûlure dans un contexte de polytraumatisme, d'un AVP ou une défenestration, la présence ou la survenue d'une explosion, il y aura un blast, donc là aussi c'est un facteur de gravité, et bien sûr la nature de la brûlure quand elle est due à un produit chimique ou quand elle est de nature électrique ou radiologique, là aussi c'est un critère de gravité. Il y a aussi des scores pronostiques qui nous permettent de prédire de la gravité ou pas d'une brûlure. Ces scores vont nous aider dans l'évaluation du risque vital de la brûlure. Il y a le score de Beau qui est égal à la surface corporelle brûlée en pourcent plus l'âge. Par exemple, nous avons un patient de 40 ans qui a une surface corporelle brûlée de 50%, on va dire. Donc 50 plus 40 égale 90. Donc c'est une brûlure qui a un mauvais pronostic, car elle est supérieure à 75. Donc, quand ce score est supérieur à 75, c'est un score de mauvais pronostic. Au-delà de 100, les chances de survie sont très minces. Même chose pour le score unité de brûlure standard ou UBS, qui est égal à la surface corporelle brûlée en pourcentage, plus 3 fois la surface corporelle brûlée au 3e degré. Il est grave entre 100 et 150 et létal au-delà de 150. Donc, pour donner un exemple, par exemple, un brûlé qui a une surface corporelle, là aussi on va dire de 40%, mais qui a des brûlures de 3e degré sur une surface par exemple de 10%. Donc on va faire 3 fois 10, 30, plus 40, on est à 70, donc le pronostic n'est pas aussi grave que dans le premier cas. Donc, pour catégoriser les brûlés, maintenant qu'on connaît les critères de gravité de la brûlure, on va catégoriser les brûlés en 2 types, soit un petit brûlé, c'est-à-dire une brûlure simple qui nécessite pas l'hospitalisation, et un grand brûlé dont l'état est grave et qui nécessite peut-être la réanimation, la chirurgie et bien sûr l'hospitalisation. Donc, quand la surface corporelle est inférieure à 10% chez l'adulte, à 5% chez l'enfant, on dit que c'est un petit brûlé. Quand la surface corporelle de 3e degré aussi est inférieure à 1%, quand la brûlure n'atteint pas la face, ni les mains, ni le périnée, et quand il n'y a pas d'atteinte respiratoire. Donc, quand ces critères sont réunis, on peut dire que c'est
un petit brûlé et qu'il peut être suivi en ambulatoire. On va lui faire son pansement et il sera suivi en ambulatoire. Quand la surface corporelle de deuxième degré dépasse 20%, la surface corporelle de troisième degré dépasse 10%, ou quand c'est une brûlure électrique à haut voltage, ou une brûlure thermique avec atteinte respiratoire, ou la brûlure survient dans un tableau de polytraumatisme, ou que le patient ait d'autres tares tels que le diabète, l'insuffisance rénale, etc., ou que c'est un petit brûlé mais avec des conditions sociales défavorables, à ce moment-là, il faut hospitaliser ce patient. Donc, les critères d'hospitalisation d'un brûlé sang: tout brûlé qui a âgé de moins de 3 ans ou de plus de 60 ans, il faut l'hospitaliser. Bien sûr, avec des brûlures à partir du deuxième superficiel. On ne va pas hospitaliser des patients de plus de 60 ans avec des brûlures de premier degré. Quand la surface corporelle brûlée dépasse 15% de la surface cutanée totale chez le sujet adulte, quand elle dépasse 5% chez le nourrisson, 10% chez l'enfant et le sujet âgé. Aussi, quand la surface corporelle brûlée au troisième degré représente plus de 10% de la surface corporelle, il faut hospitaliser. Quand il s'agit d'une brûlure de la face, des mains ou du périnée, quand c'est une brûlure qui est circulaire des membres, il faut hospitaliser. Quand la brûlure est survenue dans un incendie en espace clos ou explosion, quand les brûlures sont survenus lors d'un accident de la circulation et quand c'est une brûlure électrique, chimique ou radiologique. Tous ces critères-là sont des critères d'hospitalisation d'un brûlé. Donc, quand vous êtes devant un de ces critères, il faut envoyer le brûlé dans un centre spécialisé. Alors, dans le cas du petit brûlé, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui faire le pansement. Bien sûr, pour faire le pansement, il faut respecter les règles d'hygiène et d'asepsie. Le pansement doit se dérouler dans une ambiance thermique. Bien sûr, l'analgésie, voire anesthésie, parce que les brûlures sont superficielles, donc pour la plupart, donc elles sont très douloureuses. Et puis, il faut faire des prélèvements bactériologiques avant de faire le pansement. Il faut nettoyer les zones brûlées. Le lavage se fait à l'eau du robinet ou au sérum salé ou aux antiseptiques dilués. Il faut éviter les antiseptiques irritants et colorés. Ensuite, après le nettoyage, on va procéder au parage, c'est-à-dire l'excision des flictènes, l'excision des tissus brûlés et décollés et appréciation rapide de la profondeur et de la surface brûlée. Ensuite, nous allons sécher ces brûlures par tamponnement. Après le séchage, nous ferons le pansement et nous couvrirons cette brûlure par ce pansement occlusif qui doit être un pansement absorbant parce que la brûlure, vu l'hyperperméabilité, il y aura une fuite de liquide. Donc, il faut mettre un pansement absorbant qui va drainer ces liquides, ces sérosités, qui doit maintenir un milieu humide et bien sûr mettre un topique antibiotique. La majorité du temps, on utilise la flamazine qui est à base d'argent pour justement prévenir les infections et la traiter si elle est déjà là. Bien sûr, mettre des compresses stériles sur les topiques antiseptiques et puis effectuer un bandage de protection. Le pansement ne doit pas être compressif et le changement du pansement se fait soit tous les jours ou dans la majorité des cas tous les 2 jours quand la brûlure n'est pas infectée. Bien sûr, il faut administrer des antalgiques, des anti-ulcéreux, ne pas oublier la prévention antitétanique. Et puis, une chose très importante, pas d'indication à une antibiothérapie en l'absence d'infection avérée. Donc, on ne donne pas d'antibiotiques dans les brûlures, sauf s'il y a des signes généraux patents. Donc, pas d'indication à une antibiothérapie en l'absence d'infection avérée. Quand l'infection est juste locale, elle relève d'un traitement médical local. Si on est devant un brûlé qui présente des signes généraux patents, à ce moment-là, une antibiothérapie générale à large spectre sera indiquée. Maintenant, passons au cas du grand brûlé.
Les brûlures graves et étendues sont traitées dans un centre spécialisé car elles nécessitent une prise en charge multidisciplinaire faisant intervenir en urgence le réanimateur, le chirurgien plasticien et bien sûr, comme je vous ai expliqué, selon le cas, l'ophtalmo, l'ORL, le pneumologue, peut-être même le traumato, le viscéraliste, etc. Donc, tout d'abord, le premier geste, c'est la réanimation hydroélectrolytique. Il faut d'abord remplir le brûlé, un remplissage rapide et précoce. Il existe plusieurs formules qui donnent qui donne la quantité de liquide à perfuser. Nous, les réanimateurs du service où je travaille, ils utilisent la formule de Parkland, cette formule qui propose la perfusion au cours des 24 premières heures de 4 millilitres par kilo par % de surface corporelle de rigérlactate ou de sérum salé isotonique sans colloïdes. 50% de ces quantités doivent passer pendant les 8 premières heures et les 50 restants sur 16 heures. L'objectif, c'est d'avoir une diurèse supérieure à 1 cc par kilo par heure, une tension artérielle systolique supérieure à 120 mm/Hg et un pouls inférieur à 100 battements par minute. Entre 24 et 48 heures, les apports seront réduits de moitié. Voilà, comme je vous ai expliqué, il existe plusieurs formules, la Parkland dont je vous ai parlé, Evans, Brook, ça dépend des habitudes de chaque service et de chaque réanimateur. Donc ensuite, après le remplissage, il y a la réanimation respiratoire, donc l'oxygénothérapie, soit par masque, selon le cas du brûlé et selon l'état du brûlé. Donc, soit une oxygénation par masque, soit une intubation. Dans le cas de brûlure, quand on est devant des brûlures profondes de la face et du cou, quand il y a une suspicion d'inhalation, quand il y a un œdème glottique et quand il y a des expectorations de suie. Des fois même, l'intubation est difficile et on a recours à la trachéotomie. Autre traitement qui sera administré à ce brûlé grave, il y a l'analgésie bien sûr, il y a la prévention de la gastrite et de l'ulcère de stress, il y a la prévention de la maladie thromboembolique, la sérovaccination antitétanique, l'alimentation entérale à débit continu précoce, hyperprotidique et hypercalorique. Ensuite, une fois le malade stabilisé, on va lui effectuer un bilan biologique, une radio pulmonaire et un ECG. Donc, notre malade a été stabilisé par le réanimateur. Il va ensuite passer dans le service, nous avons des baignoires pour laver les brûlés parce que la surface elle est grande. Donc, il va être lavé dans ces baignoires avec de l'eau stérile. Ensuite, selon le cas, si le malade a besoin d'une intervention chirurgicale en urgence, il va passer au bloc. Sinon, on va lui faire son pansement et il sera hospitalisé dans la réanimation du service. Donc, dans le cas où le patient a besoin d'une intervention chirurgicale, donc les gestes chirurgicaux qu'on fait en urgence, nous les chirurgiens plasticiens, il y a d'abord la trachéotomie qui est indiquée chez les patients présentant une détresse respiratoire avec un œdème de la glotte interdisant l'intubation qui devient vraiment difficile, voire même impossible. Et c'est le cas, cette trachéotomie, elle est indiquée chez le très grand brûlé, dans le cas où il y a des brûlures graves de l'extrémité céphalique et aussi quand on est devant des brûlures pulmonaires vraies diagnostiquées par la fibroscopie bronchique. Le plasticien intervient aussi par des tarsographies de protection. Ces tarsographies, c'est une technique qui permet la fermeture temporaire de la fente palpébrale pour protéger la cornée et éviter l'ectropion cicatriciel. Elles sont indiquées dans les brûlures de 2e degré de la face plus avec brûlure des paupières. Donc, comme vous voyez ici, avec un fil, on va procéder à la fermeture des paupières. Il y a les incisions de décharge. Donc, les incisions de décharge doivent être faites dans les premières 6 heures après la brûlure. Il s'agit donc de réaliser une ou plusieurs incisions cutanées longitudinales le long des axes vasculaires jusqu'au tissu graisseux, permettant à ce tissu graisseux, bien sûr, de s'expanser et à l'œdème de s'échapper. Donc, les incisions de décharge, c'est des incisions qui sont superficielles, qui arrivent jusqu'au fascia superficialis.
Elles sont indiquées dans les brûlures profondes et circulaires des membres, du thorax, du cou, voire même de la verge, car les brûlures profondes et circulaires entraînent un effet garrot qui va entraîner une abolition des poux d'aval et entraîner une ischémie distale de l'organe en question. Donc là, sur cette photo, vous voyez les incisions de décharge au niveau d'une main brûlée. Donc, ce sont des incisions qu'on va effectuer au niveau des espaces interosseux au niveau de la face dorsale de la main. Là, ce sont des incisions au niveau du thorax. Au niveau du thorax, les incisions doivent être faites dans le sens longitudinal et transversal pour libérer l'ampliation thoracique dans les deux axes. Ensuite, nous avons les aponévrotomies. Pardon, les aponévrotomies qui sont indiquées dans le syndrome de Loge, c'est-à-dire quand on est devant une brûlure circulaire du 3e degré, dont les incisions cutanées de décharge n'ont pas été réalisées dans les 6 premières heures. Donc, le syndrome de Loge s'est développé. Dans ce cas-là, il faut effectuer des aponévrotomies, c'est-à-dire dans les incisions de décharge, on a ouvert le fascia superficialiste, mais dans les aponévrotomies, on va en profondeur et on va ouvrir le fascia musculaire, c'est-à-dire l'aponévrose musculaire. Et elles sont indiquées dans les brûlures dépassant d'emblée le plan aponévrotique, dans les cas des carbonisations, et dans le cas aussi des brûlures électriques. Quand on est devant une brûlure électrique, même si on voit le malade dans les premières 6 heures, il faut effectuer des aponévrotomies. Donc, comme vous voyez ici sur la photo, ça c'est au bloc opératoire. Donc là, j'étais en train d'effectuer une aponévrotomie. Vous voyez le muscle. Donc j'ai ouvert l'aponévrose. Donc voilà, vous voyez, on voit le muscle. Et bien sûr, ensuite, une fois l'intervention terminée, là aussi, on effectuera le pansement. Comme je vous avais décrit, là vous avez les recommandations de l'ASFAR qui font le pansement de la même manière que celle que je vous avais décrite. Donc la réalisation du pansement doit respecter les règles d'hygiène de l'asepsie. Il faut que l'ambiance soit thermique pour limiter les risques d'hypothermie. Donc il faut que le malade soit anesthésié et bien sûr il faut nettoyer avec de l'eau du robinet ou du sérum salé, exciser les flictènes et sécher par tamponnement et ensuite couvrir comme je vous avais décrit tout à l'heure. Avec ensuite mettre des topiques à base d'argent et voilà, eux aussi. La Société française aussi recommande pas d'antibiothérapie systémique. Donc voilà la prise en charge des grands brûlés à la phase aiguë et multidisciplinaire. Les premières 48 heures, comme on dit, la précocité du remplissage vasculaire est un déterminant majeur du pronostic. Tout retard favorise la survenue de défaillance d'organes. Au-delà des 48 heures, c'est la greffe cutanée qui sauve le brûlé, alors que la réanimation le prépare au geste chirurgical. C'est une manière d'introduire la deuxième partie, Inch'Allah, de notre cours qui portera surtout sur la greffe cutanée. Je vous remercie.